Et après, tu as d'autres personnes qui légitimement ont dit: «Les premiers signes de violence dans les années 90 ont commencé avec les tentatives d'interdire les spectacles». Exactement. Ils ont directement attaqué les spectacles, les concerts. Ah oui, Voilà, oui, oui. les gens du Fils. Ah bah, je me rappelle, hein, je me rappelle, c'est comme ça qu'ils ont commencé. Je me souviens à l'université de Bougie, ils arrivaient, les mecs là, ils venaient, avec leur Pandora là et ils attaquaient les gamins qui écoutaient de la musique, ils les menaçaient à l'acide, à la lame de rasoir s'ils éteignaient pas, s'ils écoutaient, enfin ça a commencé comme ça. Ça a commencé progressivement jusqu'à ce que ça devienne après un truc, ingérable et tout à l'heure j'écoutais par rapport à ça, sur la chaîne YouTube de Ali Baba, parce que j'aime bien écouter ses vidéos, je les trouve super intéressantes. Il y a un Algérien, il dit oui, c'était un petit événement. Dans les années 90, il y a une petite il a dit une mini guerre civile. Une 300 000 mini-guerre morts, civile! je te jure, Quel une mini guerre enfoiré! civile. J'étais outrée. 300 000 Quelle morts, merde! une mini Quelle guerre merde! civile. Putain de merde. Non, mais Quelle franchement, sous-merde! qu'est-ce qu'ils ont dans le cerveau? Ils ont de la merde, quoi. 300 000 morts, une mini-guerre civile. Il Enfin, franchement. il y a un article il y a un article que j'ai lu à l'époque avec Ruhen, c'était pendant le mois de Ramadan, je pense que je vais le relire au prochain Ramadan aussi. Mais voilà, regarde ce qu'ils disent. Pour qui cherchera à dresser un historique de la montée en puissance du drame algérien, les mois de jeûne des années 90 sont d'ailleurs un excellent repère pour comprendre et détailler l'aggravation de la situation sur le plan sécuritaire et socio-économique. Parce que les années 90-91 sont marquées, on l'a vu, par les tentatives musclées de contrôle à la société algérienne et de ses loisirs, tandis que le fils affine son discours de contestation à l'égard du pouvoir à l'occasion des prières du soir, donc les tarawih qui caractérisent Ramadan. C'est des prières qui permettent à l'imam de réciter le Coran dans son intégralité durant les 29 ou 30 jours de jeûne. Et en 92 surviennent les premiers attentats des forces de l'ordre et les soirées dans les mosquées sont l'occasion de préparer d'autres actions et de monter des réseaux et d'identifier des cibles potentielles. Et en 93, le ramadan devient synonyme de violence accrue, avec les premiers assassinats d'intellectuels, les premiers attentats à la bombe et les prémices de violences de masse avec quelques attaques de villages isolés. Les tracts du GIA annoncent le chaos, la psychose et les rumeurs les plus alarmistes envahissent tout le pays. Familial et imprégné de convivialité dès les premières années de l'indépendance, le ramadan devient une période d'angoisse et de stress. En 95, le mois sacré va voir ses premiers attentats suicides contre les installations de forces de sécurité. Les tracts des organisations armées insistent sur le fait que tout sacrifice en cette période ouvrirait les voies du paradis. Putain, sale merde, sale Et sous-merde. ça a aussi commencé aussi sur les femmes. Les femmes, ça a commencé sur les spectacles et ça a commencé sur les menaces sur les femmes, c'est-à-dire l'obligation de porter le voile. Et si elles ne voulaient pas porter le voile, coup de lame de rasoir, défiguration par l'acide, etc., etc. Donc des méthodes d'intimidation, mais c'est pas les petites méthodes, voilà, vraiment très très intenses. Ils ont intensifié les attaques contre les femmes. Ça a commencé voilà par tout ce qui est loisir et aussi la femme. Et je me souviens, j'étais jeune, j'ai entendu à la télévision un mec du Fils qui a dit: «Quand on sera au pouvoir», ça m'avait choqué profondément. «Quand on sera au pouvoir, les femmes, elles auront droit à 3 sorties dans leur vie: Ah oui. la Ouais. naissance, On n'a le pas l'extrait mariage vidéo de et la ça? mort». La Comment? Ça doit naissance, le exister, ça. mariage et Ça doit la mort. exister. C'est un Et extrait la Ça mort. existe. qui a Je tourné vous ça. jure, j'étais Ça toute doit jeune. exister. Ça m'a fait trembler. Littéralement, je tremblais de tout mon corps. J'ai trouvé. Et puis, en plus, imagine le mec avec sa barbe, sa tenue, son ton, sa façon de parler. Enfin, moi, quand j'ai vu ça à la télévision algérienne, ça m'a fait trembler. Mais j'ai dit, putain, mais c'est chaud là, hein. C'est chaud. Oui, oui, Ah oui. ouais, ouais. Par exemple Ah oui, là, oui. regarde ce que révèle une institutrice s'appelle Fatima. Donc, quel que soit l'avenir de l'Algérie, le ramadan n'aura plus la même signification. Explique Fatima, 64 ans, ancienne institutrice à Betna. Putain, Betna, en plus, c'est une ville très... Bon. Il y a tellement eu de violence au cours des derniers mois de carême. Les Algériens utilisent souvent cette expression pour désigner le ramadan en langue française, que pour mes petits-enfants, le ramadan signifie violence et enterrement.
Ils sont persuadés que c'est un mois où l'homme doit être mauvais et que c'est l'occasion pour les criminels de perpétrer leur forfait. Il est très difficile de les convaincre du contraire. Lorsque les rumeurs de la ville affirment que les groupes armés vont se déchaîner, que le sang va couler. Donc moi, ça me fait rire quand on dit Ramadan, le mois de la paix. Putain, le Ramadan, ça a été le mois des conquêtes, des batailles, des massacres en masse, du djihad. Donc c'est pour ça que ce mois-là, il n'est pas associé avec la paix à la base. Bon, les textes, pas du tout. C'est un mois sacré. Il faut multiplier les bonnes actions. Et les bonnes actions passent avant tout, comment? Par le djihad. La D'ailleurs, terreur, quoi. La il y a terreur. une fa c'est ça, par la terreur en vue du djihad. D'ailleurs, Ibn Taymiyya, il a fait une fatwa par rapport à ça. Il a dit que tu es pas obligé de faire le ramadan si tu fais le djihad. Oui, tout à Voilà. fait. Donc à partir de ce moment-là, Tout est regardez, dit, tout est dit. je je vous explique le principe. Dans la religion musulmane, plus particulièrement le Coran sunnite, on dit qu'il y a 5 principes en termes de praticité. Donc il y a l'énonciation de la foi avec la shahadatayn, l'attestation de foi double, tu attestes que Dieu est unique et tu attestes que Momo est son prophète. La deuxième, c'est le fait de faire le jeûne pendant tout le mois complet de Ramadan. Bon, on va pas rentrer dans les exceptions, maladie et tout. En tout cas, si tu peux le faire, tu le fais. Ensuite, le hajj, le fait d'aller faire le pèlerinage si tu as le fric pour, voilà, tu le fais. Ensuite, il y a quoi? La Acquitter salette, la zakat. évidemment, la salette, tu vas pas commencer à oublier la salette. Et la dernière est l'une des plus importantes, le fric. Tu payes cette putain de zakat, ce putain d'impôt légal. Voilà, Je le rappelle, ce n'est pas une aumône comme on veut nous le faire croire. Si on veut c'est parler ça. d'une aumône islamique, c'est la sadaqa. Tu La te zakat, c'est c'est l'impôt. C'est ça. Toi, tu te dis: «Bah, OK, donc il y en a 5. Oui, mais en fait, il y en a un sixième dont on parle jamais, qui est un peu caché, qui est pas déclaré, c'est le djihad. Ah, le djihad, c'est aussi un pilier caché de l'islam. Voilà Même et pas, même pas. C'est pire que ça. vas-y. Le djihad n'est pas considéré comme l'un des piliers de l'islam, mais admettons que Oui, l'islam mais soit c'est pour ça que je dis qu'il est caché, parce qu'il est pas considéré comme mais ah oui, il est caché. attends, laisse-moi aller jusqu'au bout. C'est que, admettons que l'islam soit un édifice. Tu as les 5 piliers que tu viens de citer et le djihad, c'est le sommet de l'édifice, mec. C'est ça, exactement. Et donc du coup, c'est ce par quoi vraiment le musulman peut briller, c'est, le djihad. Après, comme je vous le dis, le djihad, il se, synthétise, enfin plutôt il se compartimente en plusieurs voies. Le djihad de la parole, le djihad de l'argent, le djihad du sexe, le djihad non mais c'est vrai, il y a le djihad du sexe et une Oui, forme de djihad. oui, Le oui. djihad armé, voilà. Donc il y a plusieurs formes de djihad. Il y a pas que le djihad, du taré qui va rentrer et exploser les Ouais, gens. Non, c'est une lequel de forme tous parmi ces d'autres. lequel de tous ces djihad te donne un accès, VIP, direct, sans passer, par l'enfer au paradis? Lequel de tous Ah ces ben, djihad te permet? Combattre sur le sentier d'Allah et se c'est le faire, fait de c'est ça, shahid. c'est le fait de Voilà. combattre sur le sentier de Dieu, là, c'est exactement, tu Nous meurs nous martyr. En fait, c'est le fait de mourir ouais, martyr nous qui fait j'en aller au profite, paradis. hein, j'en profite pour faire le lien avec le titre de mon live et la vignette, hein. C'est-à-dire que prêcher l'apocalypse comme le fait notre ami Hamid, dire que c'est bientôt la fin des temps, attention, ça arrive, et on va pas repasser ces vidéos, mais dire ouais, quel est le moyen pour lutter contre ça? Imaginez, tous les supermarchés sont vides, vous n'avez plus de rien pour vous nourrir vos enfants, c'est l'apocalypse, quoi. Et quelle est la solution pour ça? Eh ben, les amis, c'est revenir dans le sentier d'Allah. Alors, sous-entendu, la prière et tout ça, bien entendu. Mais quand tu dis ça, que tu entends ça et que toi-même, tu es un grand pécheur dans ton esprit, dans ta tête, tu sais que tu n'as pas une vie très saine. Mais tu te dis, oulala, c'est néfaste comme discours. Je ne dis pas qu'il le fait consciemment. Enfin, je ne pense pas qu'il le fasse consciemment. Mais, mais c'est grave. C'est grave comme discours, parce que ça provoque des réactions de gens, surtout dans la période que nous vivons là, hein, avec les appels du Hamas. Il y a eu des attentats déjoués, hein, contre des écoles juives et des synagogues, là, ces jours-ci. Hein. C'est chaud. Et tenir des discours où tu parles d'apocalypse,
c'est fait que pour envenimer les choses et motiver les gens. Hein. Voilà, c'était ma petite parenthèse pour vous interrompre. Vous pouvez... Je vous ai interrompu. Non, non. Allez-y. Hop, pardon, je voulais... Je t'ai supprimé un instant. Pardon. On me dit qu'il récupère la zakat, mais c'est toi qui vas la déposer, la zakat. Tu crois vraiment qu'il y a un mec qui est chargé de récupérer comme le Père Noël, il passe dans chaque maison pour récupérer la zakat. Tu la déposes, c'est tout. Voilà. Non, c'est pas le Tipeee de la Posta Kafir où il faut. C'est le Tipeee de la Posta Kafir où Elle tu dépose déposes la zakat. dans un centre de. Oui, c'est ça, c'est le Tipeee de la Poste. Voilà, on voit ton RIB, Non, mais tu vas le déposer dans un centre voilà, de ta ville ou de ton village et c'est collecté là-bas, tout simplement. Dans un califat, je veux dire, aujourd'hui, c'est autre chose. Qu'est-ce que j'allais dire? Donc voilà, donc le ramadan, c'est associé à de très mauvaises choses. Ah oui, pour finir, donc du coup, Ibn Taymiyyah, il a dit quoi? Il a dit: «Ce qui compte, c'est quoi? C'est le djihad». On est d'accord, il faut propager la religion d'Allah et puisque c'est le djihad qui compte, du coup, le ramadan, il peut fragiliser ou affaiblir les combattants. Du coup, ils peuvent se passer de faire le ramadan, c'est pas grave, tant qu'ils font le djihad et qu'ils savent que ça peut les renforcer d'arrêter de faire le jeûne, tout simplement. Heu, Ça, c'était à l'époque de la décennie noire. Je vous montre un petit extrait. Dieu, ni du diable, que c'était pire encore. Le GIA interdit aux femmes de sortir sans le voile. C'est ce que tu disais, Laetitia. Le GIA interdit aux femmes de sortir sans le voile. Pour cette raison, Katia Bengana, 17 ans, est abattue à la sortie de son lycée près d'Alger, 2 balles dans la tête. Tu te souviens de l'affaire Katia Bengana? Bien sûr, ça a existé. Je vais jamais l'oublier. Vraiment, elle est dans mon cœur, hein, je vous jure. Hein, c'est terrible, cette jeune femme, comment elle a été tuée. C'est vraiment d'une lâcheté sans nom. Ça me dégoûte. Mais malheureusement, il y en a eu d'autres aussi. Hein. Nabila Djahnin, il y a eu plein d'autres filles qui ont été tuées parce que, justement, refusant de se voiler. Ils ont terrorisé les femmes. Ils les ont kidnappées, violées. Mais ils ont fait des dingueries. Il n'y a pas eu que des meurtres. Hein. Ils ont fait des trucs de malades. Moi, je me souviens, l'affaire de Katia Bengana, elle a marqué beaucoup les annales des victimes de la décennie noire. Et récemment, je pense il y a 1 an ou 2 ans, la sœur de Katia Bengana est passée chez Mihouk, je pense. De mémoire, j'ai entendu l'échange. Tout à fait, tout à fait. Elle a dit qu'elle n'oublierait jamais, etc. Que personne n'a oublié, que ses parents n'ont pas oublié, etc. Ah non, on ne peut pas oublier. Pour moi, c'est ma sœur, Katia. Franchement, c'est ma sœur. Et je me rappelle j'ai pleuré, mais c'est un truc de fou. J'avais. Pardon de couper la parole. J'avais un ami qui à l'époque bossait dans la police algérienne, un franco-algérien. Il avait les 2 nationalités, mais il travaillait en Algérie dans la police. Et il m'avait montré une photo Polaroid, un truc une photo qu'il avait prise. Peu de temps après qu'il ait pris la photo, il a quitté l'Algérie, mais en profitant de sa double nationalité, sans démissionner ni rien. C'est-à-dire, il n'est pas rentré dans une démarche administrative, je quitte l'Algérie, machin. Non, il s'est vraiment barré. Il m'a dit, il m'a montré la photo, il m'a dit, je te préviens, la Posta. Évidemment, à l'époque, il m'appelait pas la Posta, on se comprend. Il me dit, tiens, la Posta, regarde cette photo, je te préviens, elle est dure. Dis-moi ce que tu en penses. Et moi, il me l'avait montré la photo. Et donc, je l'avais vu, une photo Polaroid où tu vois le corps. Là, on n'est pas sur TikTok. Donc, j'ai pas besoin de, ça s'appelle, bref. Tu voyais le corps d'un enfant qui devait avoir, grosso modo, entre 8 et 10 ans. Et tu voyais le corps sans la tête, avec une grosse flaque de sang, et à côté, un seau dans lequel il y avait la tête de l'enfant. Bordel. Et il m'a dit, qu'est-ce qu'il a fait, cet enfant? Quel est son crime?
Et en fait, il est rentré dans une dépression absolue suite à ça. Évidemment, il avait vu les exactions du GIA, tout ça, il les avait vues et tout, etc. Mais c'est ce truc-là qui a accroché en lui la fin de la croyance en l'humanité, en l'humain, etc. Et après, donc, il est resté en France et il est décédé maintenant. Et il est plus jamais revenu en Algérie. Il était vraiment plus le même. Parce que c'est eux qu'on a envoyés. C'est dur à dire, hein. C'est eux qu'on a envoyés pour les premières constatations. Tout comme l'audience qui nous écoute, vous tapez Bentala sur Google. Oui, Bentelha, ils ont fait carnage. Hein. Et vous Ils verrez. ont ravagé le village. Hein. Et vous verrez que c'est que quelque chose de je veux dire, c'est l'humain. Ça veut dire c'est quelqu'un avec qui on partage la même biologie, 2 yeux, un cerveau, machin. On partage la même biologie et vous voyez ce qu'une religion, ce qu'un culte juste appliqué à la lettre. On les a appelés les intégristes. Non, ils n'étaient pas intégristes. Ils étaient juste musulmans. Tout simplement musulmans. Les autres avaient une spiritualité vaguement saupoudrée à l'arôme islam, mais ils n'étaient pas musulmans. Parce que Allah, il n'aime pas le shirk, il n'aime pas la corruption sur terre, et c'est un Dieu vengeur, sanguinaire et sadique. Comme notre auditoire, il n'est pas second degré, mais des gens qui peuvent signaler autres ou nous critiquer son premier degré, on entend bien que quand tu dis les autres n'étaient pas musulmans, c'est du point de vue de ces musulmans qui ont tué d'autres musulmans. Oui, c'est ça. Oui, ça. C'est pas nous, on va pas takfiriser des Algériens qui sont musulmans. Voilà. Mais selon les terroristes, ceux qui les ont tués, ce ne sont pas des musulmans. Voilà. Ah ben, ils l'ont seriné. Bébert, ils l'ont seriné en long et en large à la télévision algérienne. Parce qu'on leur donnait un auditoire, hein, ils pouvaient parler et franchement, ils ne se cachaient pas du tout. Ils annonçaient la couleur. Ils disaient qu'ils allaient ramener l'islam, qu'ils allaient ramener tout le monde dans le droit chemin et qu'ils allaient utiliser tous les moyens en leur possession pour y arriver. Et ils l'ont fait. Enfin, ils ont fait des dingueries. Mais cette histoire-là de gens ton copain là, le flic, qui a vu des horreurs et qui a été complètement dégoûté à vie de son pays, l'Algérie, mais je pourrais t'en raconter plein des histoires comme ça. Plein de gens vont te raconter encore aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on n'a plus le droit de parler de cette histoire en Algérie. Le pouvoir interdit d'en parler. Si tu en parles, il y a une loi, tu peux aller en prison. La concorde civile. Voilà. Civile nationale, pardon. Voilà. On leur a quand même donné un blanc-seing pour tous les meurtres et les horreurs qu'ils ont fait. Il faudrait appeler ça la loi du pourrissement national. C'est terrible. Oui, ça a pourri l'Algérie, hein, définitivement. C'est une loi horrible. Tu ne peux pas construire un pays si tu ne règles pas les choses. Il y a beaucoup de gens qui sont dans des états psychiques. Moi, je connais une fille qui vient d'Algérie. Dans sa famille, il y a eu un massacre qui s'est produit et aujourd'hui il faut voir l'état dans lequel elle est, hein. C'est terrible parce que justement ce qu'elle m'explique, c'est que les meurtriers de son père, son oncle et son grand-père vivent à côté, le plus tranquillement du monde. L'État algérien leur a même donné des sous, donc c'est terrible, c'est terrible. En plus on les a remerciés, hein, pour bons et loyaux services. Hein. Et moi, ce que tu dis là par rapport à ton ami policier qu'il a vu des horreurs, moi, mon oncle maternel, qui travaillait dans une grande entreprise nationale algérienne, il avait été envoyé dans le Sahara pour Et quand il est revenu, tout le long du Sahara, il y a le sable de partout, et au milieu, il y a une route. Et sur cette route, il y a des piquets. Et sur les piquets, il y avait des têtes de gens qui avaient été décapités. Ça, on m'a raconté aussi. Voilà.
Et ben, le pauvre, moi, je me rappelle, on était allé le voir, parce que moi, je suis une montagnarde, hein. Enfin, mes parents sont des montagnards, moi, pas moi. Moi, je suis pas montagnarde, mes parents sont des montagnards. Ma mère et tout, on était en vacances, on était allé à la montagne voir voilà, la famille de ma mère. Et là, mon oncle était dans son lit, complètement, il tremblait et tout. Et ma mère lui dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Et là, il nous a raconté, il était vraiment dans un état, enfin, il avait vu des horreurs, quoi. Et en plus, il n'y a pas d'endroit, tu vois, c'est une grande route comme ça, tu peux pas bifurquer. Donc lui, il roulait et tous les 3 kilomètres, il y avait une tête. Et donc, ils ont mis le pied au plancher pour sortir de cet enfer. Ils étaient obligés de voir toutes ces têtes coupées. Bah, il lui a fallu du temps pour oublier, voilà. Mais il y a plein de gens qui ont vu des horreurs dans ce pays. Des gens qui ont perdu des membres de leur famille, etc. Enfin, des filles qui ont été violées tous les soirs par 50 gars. Enfin, c'était une horreur, quoi. Franchement, il s'est passé une horreur. Et l'autre, il te dit une mini-guerre civile, quoi. C'est ça, ça me tue, ça. Non, mais il minimise exprès parce que lui, il n'a pas envie que les gens. Tu connais avec la fameuse fierté algérienne Ah, bah, je la connais. on cache les problèmes à l'étranger. On garde. Ouais, non, mais Voilà, c'est entre nous. complètement débile. Alors que là, c'est pas une histoire de famille, c'est littéralement un deuil, un drame humain. C'est un Ah ouais, génocide, ouais. c'est un crime contre l'humanité ce qui a été fait. Voilà, Mais c'est grave. ignoble. Et ben, toutes les filles avaient hyper peur de sortir dans les rues. Moi-même, je n'allais jamais à Alger. De toute façon, moi, je n'aimais pas trop cette ville. Mais j'étais obligée d'aller à Alger. Et donc, je me rappelle, j'attendais à la gare routière Al-Kharouba. Tu dois connaître. Oui, oui. Et ben, j'attendais, ma mère et mon cousin étaient allés acheter des sandwichs. Et moi, j'étais là, je lisais le journal, le soir d'Algérie. Et là, il y a un gars, il vient, il commence à me parler. Et moi, je te jure, j'ai cru que c'était un terroriste qui était venu me chercher. Je me suis liquéfiée littéralement. En fait, c'était juste une petite histoire de drague, mais moi, comme à l'époque, je te jure, je me suis liquéfiée. Mais vraiment, quand je vous dis liquéfiée, jamais comme ça dans ma vie. Ma mère, elle revient, j'étais blanche comme un linge. Elle me dit, qu'est-ce qui t'arrive? J'étais incapable de lui répondre. Il m'a fallu des heures avant de retrouver, parce qu'il faut voir les choses qui se passaient, hein. Les filles, elles étaient embarquées, elles étaient violées tous les soirs, elles travaillaient comme des esclaves pour les djihadistes. Enfin, c'était des horreurs qui se sont passées, hein, des filles pour lesquelles on a brisé leur vie littéralement du jour au lendemain, des jeunes filles. Enfin, c'était horrible. Je me suis dit, putain, si on m'embarque, mais moi, c'est foutu, quoi. Ma vie, je vais me suicider. Franchement, tout le monde était à cran, hein. Tout le monde Là, était à cran. là, on parle du vécu, des conséquences. Est-ce que, je ne sais pas, Régulus t'a déjà parlé de la genèse de tout ça, comment on a basculé d'une Algérie qui s'émancipait avec des jeunes qui faisaient des concerts, la culture du rail, de la musique et tout ça, comment on a basculé soudainement dans la barbarie et qu'aujourd'hui, même encore, l'Algérie a du mal à sortir de, Oui, de, oui, de, oui. de, de ça. J'en ai fait. T'en as J'ai fait, fait, mais j'ai dans fait les plus de grands 10 lives. J'ai fait plus de ça, 10 ça lives a sur mis, des films noirs. ça a mis en sourdine. Est-ce qu'il y a des frères, est-ce que les frères musulmans sont liés? Est-ce que ça a mis C'est plusieurs un tout, c'est un tout, décennies à c'est se un mettre tout. en place C'est un tout. cette horreur? À se mettre en place, non, pas plusieurs décennies. En une décennie, ça s'est mis en place. Pas. Ouais, comment te dire? La population algérienne est musulmane, tu vois. Quel que soit le degré de praticité ou d'orthodoxie ou d'orthopraxie, voilà, la population algérienne est musulmane, donc elle est sensible au discours religieux. Donc ça, j'ai envie de te dire, c'est depuis des siècles que c'est le cas. Maintenant, la structuration des associations style le FIS, Front islamique du salut, ou la salafisation de la société, elle s'est faite progressivement post-indépendance. Mais là où il y a vraiment un militantisme qui a commencé à se faire voir, c'est à partir des années 80, effectivement. Voilà. Avec justement des têtes d'affiche comme Ali Belhaj. Fin des années 80. C'est ça, fin des Fin années des années 80, avec 80, Ali Belhaj, Abbasi Madani, voilà. qui se sont rencontrés. En fait, c'est des gens qui individuellement, on va dire qu'ils payent pas de mine, mais ensemble, ils ont fait un carnage. Alors, le fait ils sont bien rencontrés, enfin, à notre malheur, évidemment. Et ça a Après, formé après, leur groupe. après, Oui. les voyous au pouvoir ont aussi contribué Ah, mais à ce que largement. voilà, c'est un cocktail explosif, hein, l'Algérie, c'est vraiment quelque chose d'assez particulier.
C'est pas que le fils. L'État C'est ça. algérien aussi est responsable de cela parce que comme ils sentaient qu'ils étaient en train de perdre un peu de leur pouvoir, ils ont joué aux apprentis sorciers avec le fils, pensaient que ça allait occuper la population, sauf qu'après, ça leur a pété à la gueule. Est-ce qu'ils n'auraient pas, à un moment donné, lancé eux-mêmes, enfin privilégié le fils pour contrer leurs principaux adversaires politiques Tout à fait. démocrates, un peu comme Mitterrand avait lancé le RN à Tout l'époque. à fait. Non, Tout mais à fait. Quoi. Mais il y a un documentaire qui en a parlé. En fait, les gens au pouvoir avaient tellement de condescendance et d'arrogance vis-à-vis du fils, ils se disaient, ils sont pas un danger pour nous, c'est des gens médiocres, ils vont jamais gagner. Exactement. Voilà. Mais voilà, dans le reportage, le ministre le dit, etc., même le président, il se doute pas un seul instant de ce qui va arriver. Il les sous-estime, mais d'une grandeur folle. Oui, ils se préoccupaient plutôt des autres, des C'est démocrates, c'était leurs ennemis. Ceux-là, ils se disent, oh, ces petits merdeux, ça va, voilà, ils vont faire leur mumuse pendant un petit moment, puis ils vont pas. Eh ben, ça leur a pété à la gueule. Ça Eh a oui. été terrible. Moi, j'étais jeune et j'ai tout vu en direct parce que c'était une période où j'y étais pas mal parce que ma grand-mère, comme je vous avais déjà dit, elle comptait beaucoup, beaucoup pour moi. Donc, j'allais la voir. Et puis, elle était malade, donc j'étais restée avec elle un bon moment et donc j'ai assisté à ça. Et quand le fils a explosé, j'ai dit vite, il faut que je retourne en France parce que j'ai pas envie de. J'ai eu peur, j'ai eu très très peur, franchement. Mais la Kabylie était épargnée. Ils ont essayé de l'infiltrer, mais tout autour c'était à feu et à sang. Même moi, dans ma famille, j'ai des personnes qui ont été butées. J'avais un cousin flic qui a été tué de 15 balles. Enfin, tout le monde a. Enfin, c'était un truc de fou. Hein. C'était vraiment de la folie furieuse. Tous les jours, il y avait des enterrements. Et d'ailleurs, il y avait tellement plus de place pour enterrer les gens qu'ils ont fait des fosses communes. Ils ont fini par faire des fosses communes. Parce C'est que ça. c'était, je vous Et assure, des fois, ce qu'ils faisaient, ils tuaient des gens et ils piégeaient les cadavres. Ils mettaient des bombes en dessous des cadavres. Comme ça, quand tu allais justement ramasser les restes de ce qui est malheureusement des dépouilles, ça explosait. Donc tu avais des cadavres piégés. Donc des ah ouais, fois, des gens, ce qu'ils faisaient, c'est ils laissaient des cadavres comme ça, de peur de soi-même être impactés. ah oui, oui, ils ont été très loin dans la C'est des barbarie. pourritures, c'est des Ah, des pourritures, pourritures, saletés. vraiment, c'est des saletés, je ne peux pas les voir. Ces gens-là sont pas humains Ah non, psychologiquement, c'est des monstres. Ils ont des malades. franchi une barrière Ah, qui, pour moi, tu peux pas lui revenir à l'état d'humanité. C'est fini, c'est bon. clairement. Franchement, Mais quand on les voit, ils sont tu te rends flippants. compte, ils vivent encore. Vous dites ça, mais comme tu disais, Laetitia, c'est encore les voisins Ah ouais, des mais ils se la coulent victimes. douce, hein. Ils se la coulent douce. Ils sont On leur encore. a offert, on Ils leur ont a pignon offert sur des rue. baraques. Bébert, on leur a offert des baraques, on leur a ouvert des comptes en banque. Ils ont été Et, littéralement arrosés. et la Ils France avaient les a aussi. accueillis. La France les a accueillis aussi. Ah oui, Oui, en oui, masse. oui, Ah oui, 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 ça oui. aussi, c'est important. Bravo. On a accueilli des animaux, quoi. Les animaux, c'est gentil, les animaux. Oui, oui. On a accueilli des Des barbares, monstres. On a des accueilli des monstres. sanguinaires, des monstres sanguinaires, sans cœur. Mais c'est une horreur, moi, cette Ils avaient. histoire. Oui. Il y avait aussi l'histoire d'un boulanger dans un quartier de je sais plus quel village, un boulanger qui, par sympathie envers les militaires et les policiers qui étaient là pour protéger le village de ces monstres, il faisait du pain et des pâtisseries en plus grosse quantité que d'habitude. Il faisait ça pour les gens parce que c'était sa manière à lui en tant que boulanger de soutenir l'armée et la police qui étaient là pour protéger les gens, et un jour où l'armée et les policiers ont été démobilisés de cet endroit-là, un certain nombre de ces êtres humains-là sont descendus du maquis, sont allés voir le boulanger, et c'était pas pour prendre de ses nouvelles, hein. C'était pour lui faire subir ce qu'une baguette de pain, un pain subit lorsqu'il est dans le four.
après l'avoir bien torturé, après l'avoir bien fait souffrir parce qu'ils ils aiment bien la souffrance, ils aiment bien quand ça dure, tu vois que limite ils auraient été prêts à le ressusciter pour le faire ressouffrir une seconde fois tellement ils aiment Ah, ce sont des grands sadiques. Hein. tellement ils aiment la souffrance. Ouais, Et ils aiment le sadisme. donc, ils ont attrapé ce pauvre boulanger après l'avoir torturé, parce que lui, il se contentait juste de faire des pâtisseries et du pain. Ils lui ont dit, tu connais des secrets, révèle-nous les secrets, où est-ce qu'ils sont partis, pourquoi, quand, comment, machin. Il savait rien, le pauvre, lui, donc ils l'ont torturé, et ils ont fini par le mettre vivant dans son four. Ils ont Juste, tué aussi beaucoup de gens de culture, des ah oui. intellectuels. Ils étaient vraiment sur la sellette. Hein. Énormément de gens ont été assassinés, butés froidement. Enfin, c'était, franchement, c'était comme du casse-croûte. Hein. C'est... La, Bah, la- la définition, vas-y. excuse-moi, Régu, la définition que tu as donnée à Posta Café, ça me fait penser à la mafia. C'est complètement comment fonctionne la mafia. C'est exactement le même système. Ah, mais c'est On pire. Hein. arrive C'est dans pire que la des. mafia. Oui, oui, bien sûr, c'est pire que la mafia en termes comment dire, de torture. Oui, de nombre aussi. Mais les méthodes sont exactement les mêmes. On Oui, se oui, oui. pointe chez toi, on te harcèle de questions, que tu sois innocent ou pas, et on trouve une raison quelconque pour te foutre la misère. Et malheureusement, pour ce pauvre boulanger, ça a Mais été son cas. pour revenir sur les intellectuels tués, oui, par exemple, il y a eu Tahar Djaout, Youssef Sebti, Abdelkader Alloula, Saïd Mekbel, Ah ouais. Khalid Messaoudi, voilà. Donc, Khalid Messaoudi, elle n'est pas morte, mais elle a failli être tuée pour le coup, voilà. Ce qu'on appelle Khalida Toumi. Mais en tout cas, il y a aussi des universitaires qui ont été tués. Il y a des médecins, des professeurs de mathématiques, de physique, des sociologues. Il y avait un chanteur oranais aussi, Oui, Cheb, comment il s'appelait? Hasni. Voilà, Cheb Hassini qui a été tué. Enfin, c'est Oui, un Azzedine carnage. Hein. Mehdi, un acteur. Et oui, il y a beaucoup, Un beaucoup de gens carnage de chez qui ont été carnage. tués. Hein. Et juste pour répondre à quelqu'un qui nous a dit comment est-ce qu'ils ont été financés, moi, ce que vous comprenez pas, c'est que ces gens-là, comme a dit Emilia, c'était des mafieux. Ils rentrent chez les gens, chez les villageois, ils les extorquent, ils les volent, ils les pillent, ils leur prennent tout leur fric, tout leur Ouais, mais or, tous leurs bijoux. Voilà. Régulus, au début, la Voilà. population était avec eux au début. Oui, oui, Au il y en a début, qui ont collaboré, c'est vrai. au tout début, ils étaient soutenus par la population algérienne. Donc, ils leur donnaient à manger, tout ça, jusqu'à ce que ça se retourne contre eux. Là, ils ont compris qui ils avaient en face d'eux. Mais au début, ils étaient ravis. Ils pensaient que l'Algérie allait devenir une république islamique. D'ailleurs, ils ont été élus. Hein, ils ont été élus Ouais. massivement. Hein, c'est Oui. ça aussi. Et après, ils ont compris leur douleur. Mais au début, les Algériens les ont aidés, leur ont donné de l'argent volontairement. Après, oui, ils les ont extorqués. Mais au départ, c'était volontaire. Ils donnaient de l'argent, ils leur faisaient à bouffer, ils les cachaient chez eux, dans leur maison, quand la police et l'armée les cherchaient. Mais après, ce sont des pourris, ces gens-là. Ils se sont retournés contre ceux qui les ont soutenus. Et ils leur ont fait une misère noire. Laetitia, faut également apporter un point très important, c'est qu'au début, le fils a tout fait pour gagner la sympathie du peuple algérien, je veux dire. Donc ils se sont fait bien voir, ils faisaient l'aumône, ils donnaient aux pauvres. Oui, il au me semble même qu'il y avait utilisé- une branche un petit peu style association humanitaire, si je ne me C'est ça, trompe pas, c'est ça, Régu. c'est ça. Ok, Oui, oui, Ils ont oui. même c'est ce qui leur a utilisé, permis de monter dans les sondages. oui, ils ont même pardon. utilisé, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, ils louaient le stade, les stades à Oui, Alger, oui, et oui, pour faire ramenaient des des prêches. lasers, et Oui, ils ramenaient des lasers, et ils écrivaient dans le ciel Allah. Et Allah, donc ah oui, les gens étaient en. Tu te souviens de Oh ça? putain. Et les gens oui, étaient en oui, oui, oui. extase.
Voilà, ouais, ils ont vraiment manipulé la population, bien sûr, bien sûr, Exact. bien sûr. Oui, Et comme les ouais. Algériens sont une population à majorité musulmane, de culture musulmane, de confession musulmane, et qu'ils sont sensibles au discours religieux, comme tu disais tout à l'heure, Régulus, et ben ça a pris. Il n'en fallait pas plus. Mais juste pour vraiment rentrer dans les détails de cette notion de financement, parce que c'est vraiment encore voilà, c'est-à-dire qu'il y a pas de limite à la cruauté et au sadisme de ces gens-là. Donc non seulement il y avait, comme je l'ai dit, de l'extorsion, il y avait bien sûr, des vols, du pillage, du racket et même des pseudo-impôts imposés aux gens qui collaboraient avec La eux. razzia. Et Style oui, oui, jizya, voilà, mais kharaj. il y avait même du chantage. Par exemple, il y avait des Algériens qui étaient, je sais pas moi, expatriés en Angleterre, en France, en Belgique. On menaçait de tuer ses parents. Par exemple, moi, voilà, et c'est comme si moi, là, je suis en France, on menace de tuer mes parents, en Algérie si j'envoie pas du fric. Voilà. Donc soit tu nous envoies du fric, soit on bute tes parents. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Comprenez c'est-à-dire la fourberie, le sadisme, la cruauté de ces gens-là. Il y a aucune limite, en fait. Ils sont prêts à tout pour gagner, à tout Absolument. pour arriver à leur fin. Aucune limite, effectivement, hein. Voilà. Absolument aucune tant qu'il s'agit de D'ailleurs, conquérir et d'ailleurs, ils ont d'écraser utilisé l'ennemi. aussi le jouage moutaha, hein, jouage moutaha. Oui, En oui, fait, oui, ils oui. violaient les femmes, ces C'est salopards, ouais, c'est et en ça. fait, ils disaient que c'était le mariage de jouissance. Donc, ils embarquaient les Ces fils gamines de pute. et donc ils les violaient, mais c'était en plus avec du sadisme, comme a dit Aposta Kafir. C'est pas seulement les niquer, excusez-moi, je suis vulgaire, parce qu'on peut pas dire autre chose. Mais ils le faisaient toujours dans l'humiliation, dans la souffrance. Et il y a des femmes qui ont réussi à s'échapper et qui racontaient, c'était vraiment horrible. Je me souviens, il y en avait une à la télévision, ils l'avaient interviewée. Bon, elle était anonyme, hein, ils avaient flouté son visage, mais ce qu'elle avait raconté, c'était juste infernal. Et en fait, en plus de cela, donc en fait, il les violait, mais en fait, il ne disait pas on viole, on fait jouage moutara, jouage de jouissance. C'est-à-dire, au moment où je vais me taper la nana, je fais style, je me marie avec elle, hop, et après, c'est bon, l'autre il passe, et elle se marie toute la soirée, quoi, avec 20 gars, 30 gars, et on appelle ça mariage de jouissance. Mais la jouissance pour qui, en fait? C'est pour qui cette jouissance? Pour l'homme. Ben oui, l'homme. Lorsque vous regarderez les photos, les vidéos, les reportages de l'époque, vous verrez des mecs habillés en camis, avec le chapeau sur la tête, avec la barbe hirsute, etc. Et vous allez les voir comme des gens archaïques, dégénérés, etc. Mais je peux vous jurer sur tout ce que j'ai de plus cher au monde que des gens qui appartiennent à ces barbares, à ces animaux, il y en a en France et ils sont habillés en costard-cravate avec une jolie look. Ils n'ont pas de barbe, ils ont une jolie coupe, ils ont des jolies lunettes, des jolies lunettes Ray-Ban, tranquille, costume, cravate. Ils circulent dans les couloirs politiques et ils ont la même merde dans le cerveau. Je confirme. Sauf qu'ils ont compris qu'aujourd'hui, il fallait être discret. Il fallait, tu vois, l'image, ce genre de choses. C'est pour ça que moi, et ça n'engage que moi, dans ma démarche de lutte, enfin de dénonciation et de lutte contre l'islam, j'y crois pas à l'islam modéré, j'y crois pas à ces gens qui sont qui présentent bien et que ah non, il faut les écouter, tu comprends? Non, 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 non. Il n'y a aucune raison que cette religion qui a été capable de toutes ces atrocités depuis le premier jour de sa naissance jusqu'à il y a environ 1 heure, il n'y a aucune raison qu'elle puisse finalement finir par accoucher de quelque chose de bien. Je suis désolé pour tous les croyants. Qui n'a pas rencontré dans sa vie justement ce genre d'énergumène qui, à la moindre incartade, t'a sauté dessus, t'a traité de tous les noms? Ça nous arrive tous les jours. Ces pseudo-modérés, dès qu'ils pensent que tu dois être musulman, qu'est-ce qu'ils font? Ils te menacent, ils t'insultent, ils te réduisent à néant, alors que quand tu le vois, il présente bien, il te dit que lui, il est tolérant. En fait, il est tolérant tant que tu te soumets. Tant qu'il pense que tu es soumis, oui, il n'y a aucun problème. Mais à partir du moment où ils constatent que tu n'es pas dans leur soumission, eh ben là,
tu es mal barré. Donc, il n'y a pas de modération pour moi. Comme je vous l'ai dit l'autre soir, quand on a fait l'autre live, j'ai constaté, c'est des décennies de constats, c'est une constante, c'est tout le temps comme ça finit toujours comme ça. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est une qualité. C'est une qualité. Le nombre de fois où je me suis fait insulter parce que j'ai osé manger du porc devant eux, etc. Des gens bien sous tout rapport, mais dès qu'on sort du cadre, eh ben, on s'en prend plein la gueule. Donc, il n'y a pas de modération pour moi. Pour répondre. Attends. Vas-y. Non, parce que là, c'est des questions très intéressantes qui sont posées, il faudrait y répondre. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui réagissent souvent en disant oui, mais c'est pas normal. Parce que moi, je dis pas que l'État est comment dire, irresponsable dans le sens où il n'est pas responsable du tout de ce qui s'est passé pendant les décennies noires. Il ne faut pas non plus rentrer dans la théorie du complot et dire que l'État a infiltré et les groupes du GIA et a été responsable de tous les attentats qui se sont passés. Non, c'est pas pourquoi, parce que les gens souvent ils disent c'est pas normal que les terreaux ils ont pu se procurer des armes. Et moi j'ai envie de vous dire si on n'est pas en 2025 les gars, où toutes les douanes aéroportuaires ou maritimes sont contrôlées, les frontières voilà, terrestres sont voilà, hyper surveillées. Là, on est dans des années 80-90, donc c'était très facile à ce moment-là de faire rentrer des armes pas via les réseaux informels, évidemment. Je ne sais pas si vous imaginez à quel point la zone du Sahel était, donc ce qui est Mauritanie, Le Mali, sud Niger, algérien, c'est une passoire. Libye, voilà, c'est ça. Et c'était une zone très, très, très Encore aujourd'hui. instable jusqu'à aujourd'hui, évidemment. Donc, le trafic transsaharien, il était très utilisé pour faire venir des cargaisons volumineuses. Et il y avait aussi les cargaisons maritimes, les débarquements clandestins. Donc, c'est très facile de faire entrer des choses par la Méditerranée à cette époque-là. Voilà. Ensuite, faut comprendre un truc, c'est que on est dans les post-soviétiques, donc toutes les armes post-URSS sont très facilement revendues aux pays alliés. Donc, on les revendait aux Algériens. Donc, en vérité, les armes du GIA, c'était pas des armes hyper sophistiquées, c'était des armes de guérilla, fusils d'assaut, mitraillettes légères, des pistolets, des revolvers, quelques explosifs en mode bombe artisanale. Ils n'avaient pas imaginé un arsenal de guerre ultra sophistiqué. Voilà, ça suffisait ce qu'ils avaient pour foutre la merde. Voilà tout ce que je voulais dire. Allez-y, continue. Je voulais aussi rebondir vite fait sur quelque chose sur le sujet que Laetitia abordait il y a quelques minutes avant ton intervention, Aigu. Il n'y a pas que le fait qu'il pense que tu es soumis, donc ça va, il reste courtois avec toi, il reste même gentil d'apparence. Il y a aussi le fait que tu peux les trouver modérés. Tu peux croire à leur modération quand tu ne connais pas l'islam et les textes et les mécanismes psychologiques et tout ce qui s'ensuit qu'il y a derrière. Sauf quand tu abordes certains sujets. À partir de là, tu peux être sûr que le modéré va dévoiler son vrai visage. Tu lui poses des questions, par exemple, sur les Juifs, ou sur la Palestine, ou sur Gaza, etc., etc. Les sujets les plus piquants, les plus, les plus tenants aux tripes au vu des musulmans, ils changent radicalement de visage. Radicalement. Et là, tu t'aperçois que de modéré, il passe à complotiste, exactement. De modéré, il passe à complotiste, ou antisémite, ou anti-système, ou anti-démocratie, ou anti-Occident, ou ce genre de choses. Et c'est là qu'est le piège. Ouais. Non, j'ai fini. Merci beaucoup. Juste pour vous lire justement l'article tout à l'heure de la Concorde civile. Donc l'article 46 de l'ordonnance d'application prévoyait l'emprisonnement de 3 à 5 ans et d'une amende de 250 000 dinars à donc 500 000 dinars, quiconque qui, par ses déclarations, écrit ou tout autre acte utilise ou instrumentalise les blessures de la tragédie nationale pour porter atteinte aux institutions de la République algérienne démocratique et populaire, fragiliser l'État, nuire à l'honorabilité de ses agents qui l'ont dignement servi ou ternir l'image de l'Algérie sur le plan international. Les poursuites pénales sont engagées d'office par le ministère public. En cas de récidive, la peine prévue au présent article est portée au double. Et c'est pour ça que Kamal Daoud, il ne pourra pas rentrer en Algérie. Sinon, il sera emprisonné, je pense, à la peine maximum. Jusqu'à sa mort. Voilà. Jusqu'à sa mort. Parce qu'ils vont sûrement trouver des moyens
voilà, faire peser d'autres charges contre lui, donc c'est fini. Bien sûr que oui. Je voulais te demander aussi, Rigu, est-ce que tu peux me donner le nom du documentaire que tu avais en vidéo YouTube? Oui, c'est la décennie noire et le poids de la terreur, voilà, La décennie noire et le poids de la terreur, je te remercie. de rien. Donc oui, attends, je vais le remettre un peu, parce que voilà quoi, les Comme ça, images je vais le regarder en entier. exactement, les images valent mieux que 1000 mots. Absolument. Et si tu peux extraire des petits passages pour les publier sur Twitter, ce serait parfait. Sinon, on demande à Roro de le faire, ce serait génial. En réaction, des dizaines de milliers de femmes manifestent pour dénoncer le terrorisme et le président Zerwal qui négocie avec les islamistes. J'en appelle à toutes les femmes et tous les hommes libres du monde pour leur dire... Ah, c'est elle qui a été visée par plusieurs tentatives de meurtre, évidemment. Mais il a tourné sa veste après. Hein. C'est vrai. Juste un instant. Oui. Je viens de me rappeler d'un truc parce que ça tourne en boucle dans ma tête depuis qu'on parle du FIS et du GIA. Le FIS et le GIA ont reçu des financements de la part de certaines branches islamiques. Oui. Je vous laisse deviner laquelle. Al-Qaïda. Non, même pas. Laquelle? Quoique ce serait pas étonnant qu'ils aient un lien avec Al-Qaïda en réalité. Non, même pas. La République islamique d'Iran. Ah oui, c'est vrai, je m'en rappelle. Oui, c'est vrai aussi. Ouais. La République islamique d'Iran, la RII, C'est vrai. ouais, c'est ça, la RII a financé le GIA et le FIS. Gardez ça en tête, les amis. Oui, parce que les Iraniens, c'est des chiites, ils veulent déstabiliser des États sunnites, logique. Franchement, c'est très logique. Mais en fait, je comprends pas la logique, en fait. Ça veut dire que la scission chiite-sunnite se brise dès qu'il s'agit d'appliquer ça. Je comprends pas. Non, justement, ils les ont pas vraiment aidés dans le sens. En fait, la République iranienne ne sont pas stupides. Ils savaient que l'Algérie n'allait pas s'écrouler, mais ils savaient que ça allait faire mal à l'Algérie. Tu vois ce que je veux dire? Ils savaient que l'État algérien n'allait pas s'écrouler devant quelques, voilà, je sais pas, milliers de débiles. Par contre, ils allaient faire des dégâts. Et ils en ont fait des dégâts. Ah, ils en ont fait beaucoup. Et c'était ça que voulait la République islamique chiite. Voilà. Et l'objectif aussi de faire autant de il y a dégâts. eu pas mal de gars aussi qui étaient partis en Afghanistan s'entraîner. Oui, et vrai. donc ces gens-là, Oui. en fait, quand ils sont revenus très radicaux. Ils étaient ultra radicaux et c'est grâce à ce qu'ils avaient appris là-bas en Afghanistan qu'ils ont mené aussi le djihad en Algérie. Hein, il y a pas mal de gens qui étaient partis en Afghanistan, ils sont revenus, c'était terrible. Hein. Ah oui, c'est vrai. Ils ont Hein, apporté rappelle-toi, voilà, ils ont apporté la guérilla mentalité, afghane la guérilla, en Algérie. T'as raison. De quoi? En fait, je me pose toujours la question. Le but, en fait, était de traumatiser la population, de la rendre encore plus radicale, de les formater par la terreur? Le but de qui? J'ai pas compris. De la République islamique d'Iran en finançant Le but de la FIS, GIA. République islamique d'Iran, c'est de déstabiliser les pays sunnites, tout simplement. C'est tout. C'est-à-dire que le seul moyen, tu sais, quand tu as un nouvel État et que tu as des ennemis de longue date, des ennemis idéologiques de très longue date. Alors, les sunnites, ils sont ennemis des chiites depuis 1400 ans. C'est quoi l'un des meilleurs moyens de le faire? Voilà, c'est de déstabiliser les États en devenir, les États puissants sunnites en devenir. Voilà, comme l'Algérie. Le Maroc, c'était impossible. À ce moment-là, ils étaient trop stables. Ils ne pouvaient pas le faire. Mais l'Algérie était en période d'instabilité, justement. Vu que c'était post-occupation. Oui. La barbarie s'exerce tous les jours. Nous sommes sortis pour dire aux hommes libres et aux femmes libres de l'Occident qu'il est hors de question qu'ils disent demain qu'ils ne savaient pas. Nous sommes sortis pour qu'ils ne disent jamais nous ne savions pas. Ultime humiliation pour le président Yamin Zerwal. Dans un pays musulman, des femmes agitent des pantalons pour lui demander de ne pas baisser le sien devant les islamistes. Aïe, 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 dans ta gueule. Ok, ça, c'est les femmes algériennes. Ça, c'est des femmes algériennes. Voilà.
Voilà, faut faire ça, Macron. Mais de ouf. Et Ah, tu crois c'est vraiment que nous tout va faire ça? Non, jamais. c'est génial. Je savais très bien que le terrorisme allait à nouveau ensanglanter le pays. En mon âme et conscience, et après en avoir discuté avec mes amis, j'ai décidé de lancer ce fameux appel à la résistance des Algériens en disant « Vous avez le droit et le devoir de vous organiser parce que nous ne le devons pas. » Laetitia, qui Ah, c'est? Zizé Ouaïa. Tu savais que je vais dire ça. C'est mon chouchou, lui. Hein. Malheureusement, Dis-nous ils qui l'ont c'est. buté, ce salaud. Dis-nous qui c'est, les gens le connaissent peut-être pas. Matou Non, je connais Blounès, pas. le plus grand des hommes, je vous assure, un courage incomparable. Il a Matou été tué. Blounès? Ouais, Matou Blounès, tu connais? Ça me dit quelque chose. Oui, Ah bah oui, si, oui, le oui, oui, je chanteur connais. kabyle, le résistant, le C'est vaillant une icône, combattant. c'est un modèle. Ah ouais, mais en Kabylie, c'est une institution. Il ne faut pas dire à un Kabyle, j'aime pas Matou Blounès, il va te tomber dessus. Il a été assassiné par l'État algérien, malheureusement. Il a été kidnappé aussi par les djihadistes. Hein. Il a été Oui, kidnappé. Oui. Voilà. Cet homme-là a marqué l'histoire de l'histoire de la du militantisme algérien et particulièrement kabyle, Amazigh,